Schématiquement, elle se présente en trois parties. La première est constituée d'une chambre de combustion dans laquelle se trouve une source de chaleur, par exemple des brûleurs de gaz ou au fioul, un faisceau de tuyaux dans lequel s'effectue la vaporisation, un surchauffeur de vapeur, deux ballons dont le ballon supérieur a pour fonction essentielle de séparer l'eau de la vapeur. La deuxième partie est un récupérateur de chaleur que l'on appelle économiseur. La troisième est une gaine d'évacuation qui dirige les gaz de combustion vers la cheminée. Comment cet ensemble fonctionne-t-il? Après un dégazage thermique à environ 105 degrés, une pompe alimentaire envoie l'eau d'alimentation sous pression vers la chaudière. Elle est réchauffée aux alentours des 140 degrés dans l'économiseur par les gaz issus de la combustion. Elle arrive dans le ballon supérieur qui contient de l'eau à 215 degrés. Comme cette eau d'alimentation est plus froide et que l'eau froide est plus lourde que l'eau chaude, elle va descendre dans le ballon inférieur par un phénomène de thermosiphon. Elle est ensuite aspirée vers les tuyaux du faisceau vaporisateur qui sont chauffés par les gaz de combustion. C'est à ce niveau que l'eau, qui atteint la température de 215 degrés environ, commence à se vaporiser en formant de plus en plus de bulles de vapeur. Cette émulsion eau-vapeur remonte vers le ballon supérieur et passe dans des séparateurs centrifugeurs qui séparent l'eau de la vapeur. Cette eau se mélange à celle déjà présente dans le ballon. La vapeur s'accumule en partie supérieure. C'est de la vapeur saturée humide à 215 degrés à une pression d'environ 20 bar. En passant à travers des écrans sécheurs, elle devient de la vapeur saturée sèche. Elle passe ensuite dans le surchauffeur qui élève sa température à environ 235 degrés. C'est de la vapeur surchauffée qui est envoyée dans les canalisations du réseau de transport et de distribution. En sortie de chaudière, la vapeur est à une pression de 20 bar. Cette pression lui permet de se transporter d'elle-même et de circuler sur l'ensemble du réseau, de manière à ce qu'elle reste supérieure à 5 bar. À cause des déperditions thermiques des canalisations, la vapeur perd de la chaleur au fur et à mesure de son déplacement et devient progressivement de la vapeur saturée, dont une faible partie se condense en se transformant en eau. Cette eau est néfaste car elle peut perturber la circulation de la vapeur et créer occasionnellement des dommages sur les canalisations. C'est pourquoi sont installées tout au long des canalisations des chambres de purge. On y trouve des bouteilles de purge chargées de récupérer les condensats qui sont ensuite évacués par des purgeurs automatiques vers la canalisation de retour des condensats. Pour permettre l'entretien, les raccordements ou les modifications de branchement et de canalisation, il est nécessaire d'isoler le tronçon de vapeur concerné à l'aide de vannes qui se trouvent dans des chambres de sectionnement. La chaleur de la vapeur est délivrée aux utilisateurs à partir d'un branchement effectué sur la canalisation principale vers un poste de livraison installé dans une sous-station. Ce poste comporte une bouteille de purge qui évacue les condensats de la vapeur, un échangeur de chaleur constitué de tubes ou de plaques dans laquelle la vapeur, en se condensant, réchauffe l'eau des réseaux internes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire du bâtiment raccordé. Les condensats sont envoyés vers une bâche, puis vers le réseau à l'aide d'une pompe. Tous les condensats sont retournés vers les chaufferies vers une canalisation spécifique. À l'arrivée en chaufferie, les condensats ainsi que l'eau d'appoint traitée sont stockés dans des réservoirs. Avant d'être envoyés dans la chaudière, cette eau est dégazée.
Pour résumer, voilà comment on peut schématiser la production et l'utilisation de la vapeur dans le réseau de chauffage urbain de la CPCU.